profils-là tombent dans deux grands sacs, si je puis dire, en moyenne. Le premier, c'est le garçon flexible. Alors c'est typiquement l'ingénieur de 25 ans qui sort d'une école plus ou moins généraliste. Il est très adaptable. Alors il y en a qui le disent plus ou moins bien, mais on sent que le mec il est adaptable. Et en fait, il est capable il veut absolument rentrer chez vous, il veut faire des robots, et quoi que soit la mission concrète. Voilà. On ne peut pas lui reprocher ça. Il est très peu expert souvent. En fait, il a emmagasiné un certain nombre de cours, mais il a peu de pratique. Donc dans les questions, alors qui pour moi sont des questions, enfin dans mon domaine, hein, on pose des questions de C++, vous voyez, sur des langages, des questions de Python, des questions un peu matheuses. Il n'est pas forcément au top, parce qu'il est relativement frais sur ces choses-là. Et puis sur la pédagogie, bah là c'est très variable. Donc on a un truc au milieu. C'est le premier profil. Et il y en a un deuxième, qui est plutôt l'autre, qui est plutôt l'expert. Alors ça, c'est justement typiquement le doctorant ou le post-doctorant. Cette personne-là a une expertise beaucoup moins discutable, hein, puisqu'il vient avec son bagage de thèse. Une pédagogie qui n'est pas forcément meilleure que celle de l'ingénieur, là c'est très variable encore. Par contre, une adaptabilité qui, même si elle est là, est souvent mal communiquée. Ce profil-là a tendance à se prendre les pieds dans le tapis sur certaines questions, et ça nous donne l'impression que ce mec-là veut absolument faire ce qu'il a fait en thèse d'une certaine manière. Il y a une forme de rigidité dans un profil comme celui-là. Alors du coup, on a un dilemme, c'est qu'on a le choix entre un flexible et un expert d'une certaine manière. Manque de bol pour l'expert, manque de bol pour le doctorant. Le flexible a quelque chose d'un peu moins risqué, puisque intrinsèquement, on sait qu'on pourra finalement l'amener sur une mission ou sur une autre. Le recruter est une chose moins risquée qu'un expert, qui peut s'avérer un profil très rigide et dont on ne sait plus forcément quoi faire très vite à l'intérieur de l'entreprise. Et alors c'est très stéréotypal, hein, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit du coup le flexible. Alors que pourtant, c'est pas forcément le meilleur des choix. C'est-à-dire que lui, il va falloir qu'on le forme, et ça prend du temps, ça. Notre ami flexible, lui, s'il veut être au top, il faut qu'il bosse là-dessus. Et ça, c'est compliqué. C'est l'objet d'une thèse, par exemple. Ou c'est lire beaucoup de livres, travailler très tard le soir pendant 3 ans. Bref, il y a un truc vraiment dur à acquérir, là. Alors qu'à l'inverse, notre ami expert, notre ami doctorant, il me semble, lui étant déjà au top ici, il me semble qu'il y a quelque chose de plus facile à faire de ces côtés-là. Je dis pas que c'est facile, mais on dit que c'est plus facile que d'acquérir une expertise. Je pense que, alors je zoome juste sur l'adaptabilité, je pense que c'est avant tout une histoire d'état d'esprit. Indépendamment de notre capacité intrinsèque à être adaptable, il y a la capacité qu'on a de communiquer le fait qu'on est plus ou moins adaptable. Parce que, vous le savez mieux que moi, pendant un entretien, une forme d'exercice, de style de communication. Et je crois qu'un certain nombre de doctorants ne sont pas suffisamment préparés, ou alors ils sont préparés mais pas dans ils suivent pas ils n'ont pas le bon état d'esprit. Parce que la question qu'on leur pose souvent c'est ok, tu as fait une thèse en astrochimie, ou non, ça n'existe pas ça, en astrophysique, et tu as fait du traitement d'images pour traiter des données satellitaires. Nous, on fait de la robotique, les images, on en a, par contre, c'est pas des photos de la Terre à vue de très haut, c'est des photos de personnes qui rentrent et qui disent bonjour à un robot. Est-ce que c'est un problème pour toi? Et alors, souvent, la personne dit non. Bon, ok, donc ça, c'est la première étape qui est bien passée. Par contre, si on commence à dire, mais si tu fais tout le temps ça, c'est-à-dire que si en fait, tu n'es plus du tout astrophysicien, c'est-à-dire que tu t'écartes de l'astronomie, est-ce que c'est vraiment un problème? Et si un jour, finalement, on te demande plus de traiter des images, mais on te demande de traiter de l'audio, du son, d'un point de vue technique, c'est relativement proche, finalement, hein, mais c'est plus vraiment le même domaine, est-ce que c'est un problème? Et là, on a une réponse un peu suicidaire, je trouve, c'est que on lui a dit, et peut-être que des gens, enfin, pendant la thèse, des structures, j'en ai fait, enfin, j'ai fait partie de ces formations-là, on nous dit, faites attention, vendez bien votre thèse, vendez cette thèse comme effectivement une expérience de 3 ans, et les gens arrivent avec ça bien en tête, et alors du coup, ils vous font cette réponse-là. Ah oui, bon, bah, c'est vrai que je peux tout faire, mais c'est quand même dommage, j'ai fait une thèse, j'aimerais bien pouvoir avoir un retour sur investissement d'une certaine manière. C'est un peu du gâchis si vous me faites faire de l'audio, alors que je suis un expert du traitement de vision, s'il y a quelque chose d'un peu gâchis. En fait, c'est un peu vrai ce qu'il dit, mais je trouve que cette volonté de vendre à tout prix sa thèse joue en sa défaveur à ce moment-là. Et il me semblerait que d'avoir compris
qu'il y a un petit jeu subtil à avoir avec le recruteur à ce moment-là, en se montrant peut-être un peu plus adaptable qu'on ne l'est vraiment, j'en sais rien, éviterait pour certains d'avoir une réponse un peu rédhibitoire. Sur la partie pédagogie, je pense que c'est aussi un peu la même chose. C'est aussi un état d'esprit. Je rencontre souvent chez des doctorants que je reçois une forme de fierté à utiliser des mots compliqués. Et là encore, je pense qu'ils sont dans le retour sur investissement de leur thèse. Ils ont acquis un vocabulaire très spécifique et finalement assez compliqué. Et je perçois souvent l'envie d'utiliser ce vocabulaire pour se montrer crédible, scientifique, quelqu'un de sérieux. Et là où c'est un problème, c'est que moi, modestement scientifique aussi, la plupart du temps, je ne comprends pas ces termes en fait. C'est qu'ils loupent quelques marches, qui fait que dans l'explication qu'ils font de leur sujet de thèse, par exemple, je comprends rien. Et à mon avis, ça aussi, c'est un problème d'état d'esprit. Il suffirait peut-être que ces gens se disent j'ai acquis une expertise très très poussée dans un domaine, mais néanmoins, face à moi, j'aurai des gens scientifiques aussi, mais qui ont un vocabulaire, un champ lexical scientifique, si je puis dire, différent. Si ces gens comprennent que du coup, il suffit simplement, au moins au début, de s'adresser à un recruteur comme il s'adresserait à un jeune garçon intelligent de 16 ans, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui a un esprit qui fonctionne bien, mais qui ne sait pas forcément ce que c'est qu'une matrice jacobienne ou ce genre de choses. Je pense que ça aiderait beaucoup. Voilà. C'est un peu des conseils à 3 francs, parce que, en fait, c'est pas du tout théorisé, c'est vraiment un espèce de retour. C'est un énervement, finalement, je pourrais dire, puisque je vois des bons profils. Et qui se gâchent un petit peu simplement dans la façon qu'ils ont de communiquer. Ce que je crois, c'est qu'un doctorant, il n'a pas de raison de ne pas viser quelque chose comme ça, en fait. Puisqu'il est quasiment le seul sur le marché du trentenaire, si je puis dire, à être au top de l'expertise. Et ici, il n'a pas de raison d'être moins bon qu'un ingénieur, en fait, pour peu qu'il soit préparé. Voilà, c'était mes modestes feedbacks. Je vous remercie de votre attention.